Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, mon frère, comme vous pouvez le voir, on a investi dans du matériel. Je sais même pas comment on n'a pas fait pour foirer cette intro tellement que c'est drôle. Je sais pas pour ceux qui ont la vidéo, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est pas le décor. Enfin, ou du moins, c'est pas directement le décor derrière nous. C'est nos magnifiques pieds de micro. Si jamais t'as pas la vidéo, je t'invite à aller voir rapidement. Disons que... On a eu des petits soucis au niveau du son. C'est vrai que ça fait plusieurs podcasts où du coup vous nous faites remonter tout simplement que au niveau du son, il y a quelques petits soucis. Soit il est trop fort, soit il est pas assez fort, soit il y a de l'écho. Et à chaque fois, j'y passe 3 heures du coup à essayer de régler ça sur le logiciel de montage. Et à chaque fois, c'est toujours mieux qu'au départ. Mais je pense que le problème, du coup, venait de ça. Je pense aussi qu'il y a pas mal d'écho dans la pièce, parce que derrière aussi, eh bien, c'est pas encore tout à fait bien rempli. Mais du coup, on va essayer d'améliorer les choses et on verra si c'est mieux. Et si c'est mieux, eh ben, écoute, nos formidables pieds de micro, qui sont en réalité Voilà, c'est ça. des pots de colle, des tubes de colle, eh bien, on les gardera. Non, on les gardera. Non, je pense que c'est juste une étape avant de se dire, ok, si ça fonctionne, on investit dans des girafes là pour qu'on puisse les fixer sur des pieds de micro. Mais on reste dans le thème. Hein. On se rappelle avant d'avoir nos machines, quand on était dans les travaux, c'était voilà le cul sur une poubelle à l'envers. Bref, vous les connaissez ces podcasts. Là, on reste dans le thème des travaux, donc c'est ok. Viendra le moment où on parlera quand même d'optimisation avec des trucs adaptés. Là, c'est juste encore une fois la bonne franquette. Ouais, c'est pour faire le test. Donc, si le son est mieux pour cet épisode du podcast, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Comme ça, on saura si eh bien, on est sur la bonne piste pour améliorer le son. On vous écoute en tout cas. On est attentif aux commentaires et à l'amélioration du podcast, aussi bien sur son contenu que sur sa forme. Ouais, enfin, tu dis on écoute les commentaires, mais les commentaires qui disent que tu dois partir, ceux-là, bizarrement, tu les écoutes pas. Non, parce qu'il mentionne Denis. Denis, on ne te veut pas dans le podcast. Bon, je crois que ce running gag a assez duré. Ouais. On va faire une intro pas trop longue. Cette fois-ci, on va faire une intro pas trop longue. On va faire un peu de teasing aussi, parce que le prochain épisode du podcast... Et c'était l'une des questions aussi qu'on avait eues dans nos boîtes à questions. Eh bien, on aura un invité. Voilà. On aura un invité qui va venir au Gallois Gym. Et en fait, j'allais dire, essayez de deviner, mais entre le moment où on tourne ce podcast et le moment où il va sortir, je pense que vous l'aurez déjà vu si vous nous suivez sur les réseaux. Donc, on peut vous l'annoncer. Monsieur. En fait, non, c'est pas ça. Vous êtes les rois, donc on doit vous le dire. C'est vraiment, ça part d'un bon sentiment, mais je pense que vous le verrez sur les réseaux en avant. Mais on veut quand même vous le dire parce que ça part d'une bonne intention. Donc oui, Rémi, je te laisse annoncer. Nous aurons l'honneur, que dire, le privilège d'accueillir Monsieur Gouif, Lucas, à Limoges, au Gallois Gym. Ouais, pour une séance, et du coup pour un épisode du podcast. Voilà, donc ça va être aussi de la création de contenu sur YouTube, pour le podcast, et puis il y aura une bonne Boostify aussi. Ça fait plaisir parce qu'il était déjà venu à Limoges faire une séance jambes avec toi. Ouais. Et là, il revient, donc la prochaine fois, ça sera peut-être à nous de monter à Paris, peut-être. Ouais, je pense. C'est la logique des choses. En tout cas, voilà, on vous l'annonce et on espère que vous serez hype, du coup, pour la création de contenu qui va en découler. Autre chose aussi, parce qu'on parle de création de contenu, mais les gens l'ont demandé, les gens l'auront. Il y aura une vidéo YouTube d'un entraînement legs entre les frères gallois. C'est vrai, on ne l'avait pas encore fait au moment du dernier podcast. Donc on a fait un training ensemble, je ne sais même plus quel jour c'était lundi je crois. Ouais, lundi. Et ça partait pas du tout sur on tourne notre entraînement. Ça s'est fait un petit peu en impro et on a sorti la caméra comme ça et c'était très bien finalement. Ouais, c'est vrai. C'est un nouveau format avec une qualité plus haute que d'habitude. Je pense que ça va vous plaire. On essaye vraiment de créer de nouvelles choses. On essaye de progresser tout simplement. Sur tous les plans. Je pense que vous l'avez compris, même si on est toujours
voilà, on a notre type de colle avec nos micros, etc. En fait, on essaye toujours d'améliorer les choses. Et ça, même si, en fait, quelque chose fonctionne bien, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être amélioré. Et voilà, on cherchera toujours à faire mieux. Je pense que ça, c'est la muscu qui nous a contaminés, hein, tout simplement. De toujours chercher à s'améliorer, de toujours chercher à devenir voilà, plus fort, plus musclé, plus sec, etc. On l'applique un peu à ce qu'on fait, que ce soit par rapport au podcast. Hein. Rappelons-le, les premiers épisodes, c'était avec une connexion où voilà, j'étais à Budapest, Rémi était en France, pas spécialement de micro. Pas de caméra non plus. Pas de caméra. Et au final, aujourd'hui, on se retrouve avec, on a 4 cams ici, on a 2 micros, on a des verres d'eau aussi maintenant. On a des verres d'eau. Par contre, il y a toujours ta sale tête. C'est vrai, il y a toujours ma sale gueule. Mais bon, niveau coupe de cheveux, ça doit être pas trop mal cette fois-ci. Il y a une personne qui a dit, dans les questions, il y a combien de temps de repos? Attends, quand il a sorti? Denis, il a combien de temps de repos entre ses séances de coiffeur? Donc c'est très drôle d'avoir des questions bien sûr sérieuses et d'autres un peu moins. Donc c'est vrai, on rigole bien parce que c'est vrai que vous en profitez aussi pour nous balancer des petits pics dans la tronche. Mais on sait que c'est bienveillant. Oui, c'est bienveillant, ça nous fait bien rire. Mais voilà, tout ça pour dire que entre le premier épisode et maintenant, ça a quand même bien progressé. Et c'est pareil, si vous regardez les premières vidéos YouTube et celles de maintenant, celles qui vont sortir, vous verrez quand même pareil une nette amélioration, une nette différence. Et je me dis, voilà, si ça se trouve, tu écoutes ce podcast avec du décalage et qu'on est 1 an plus tard, je t'invite à aller voir les premières vidéos, ou même les vidéos qui ont été faites 1 an avant, à peu près à ce moment-là, et logiquement, il devrait encore y avoir de l'amélioration. Ouais, il y a des personnes qui nous envoient des messages sur les réseaux qui nous disent, en fait, j'ai poncé absolument tous vos podcasts en l'espace de quelques jours. En fait, voilà, ça montre aussi qu'il y a des personnes qui poncent les séries, je sais pas, une série sur Netflix, et il y en a qui poncent notre podcast, donc ça nous fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui apprécient notre travail et qui du coup observent nos changements au niveau de l'organisation, du setup, bref, tout ça, donc ça fait plaisir. Ouais. Et même pour nous, c'est gratifiant de voir que on s'est lancé dans le podcast encore une fois, histoire de dire on a envie de faire un podcast, et là aujourd'hui on a sorti plein de podcasts, 43, 44 peut-être celui-ci. Ouais. Et c'est pas le dernier surtout. Et ça nous fait plaisir d'en faire. Par contre, le truc c'est que ça va bientôt faire 2 ans qu'on va avoir débuté ce podcast et on n'a même pas fait 52 épisodes. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas été ultra régulier. Oui. On n'a pas été régulier pour des raisons qu'on avait déjà évoquées. Il y a eu quelques pauses. Mais on a quand même continué. Là, on a un bon rythme. L'intro devait être courte. C'est vrai. C'est raté. On va parler de 2 sujets. Le premier, c'est un sujet... Je rigole parce que les questions, bien sûr, comme vous savez, on les relit et on s'accorde sur les questions 10 minutes avant. Et là, on n'était même pas sûr des questions qu'on allait sélectionner. Donc, Denis a dit 2. Je te laisse choisir les 2 parce que finalement... Ouais, ok, c'est bon. On avait dit 3 et peut-être 2 du coup. Mais vas-y. On verra comment ça va se passer. Mais la première, ça serait sur le collagène et la guérison des tendinites. Est-ce que c'est l'aliment, le complément miracle? On va parler pas mal de ça. C'est vraiment... ça va être la première question. On va la faire, on verra pour les suivantes. Mais pour mettre un peu de contexte, dans les questions, à chaque fois que je mets une boîte à questions, c'est même en DM, je reçois toujours énormément de messages et c'est toujours le même, c'est j'ai une tendinite, c'est souvent à l'épaule. Ouais, j'ai une tendinite. Est-ce que si je prends du collagène, ça va la guérir? Et alors, ça, c'est ce qui revient assez souvent. Et parfois, il y a même l'étape au-dessus, c'est j'ai une tendinite, je prends du collagène, qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour la faire guérir? C'est ça. Et au final, tu veux commencer, mon frère? Non, mais continue, parce que après je vais rebondir sur le sens de la question, en fait. On avait déjà évoqué... Bon, en fait, j'y vais. Vas-y. On avait déjà évoqué ce côté-là du...
Bah, si tu te poses la question, c'est que tu grattes pas forcément là où il faut, mais tu sais au fond de toi que tu as la réponse. Quand la personne te dit « j'ai mal à l'épaule, mais je cherche à trouver the truc qui va faire que je ne vais plus avoir cette douleur avec un aliment supplémentaire ou avec une technique supplémentaire », c'est que tu prends le truc à l'envers. C'est que tu t'intéresses pas réellement à ce que tu fais déjà pour identifier la source du problème. Mais au fond de toi, tu sais que ta douleur à l'épaule, elle est causée par tes 25 séries hebdomadaires sur tes épaules et tes 20 séries aussi sur les pecs ou que sais-je encore. Mais tu as identifié aussi que c'était peut-être le développé militaire que tu fais avec une technique un peu douteuse. Mais tu te voiles la face et tu fais la politique de l'autruche en ne voulant pas identifier que c'est soit ça, soit ça, soit ça. Mais c'est devant toi. Et du coup, tu cherches le petit truc qui te permettra de continuer ce que tu fais sans améliorer ou chercher à corriger le problème que tu as déjà identifié au fond de toi. Ouais, Rémi a parfaitement résumé les choses. C'est que, en fait, tu cherches un moyen détourné de continuer à faire ce que tu fais. Mais le truc, c'est que si ton corps t'a envoyé un signal, si ton corps te dit « mec, t'as mal à l'épaule », c'est parce que déjà dans ce que tu fais, il y a un problème. Tu vois, c'est que... Et prendre du collagène ne va pas régler le problème de base. Et en fait, le collagène, c'est quoi ? C'est en fait, les gens le voient comme la solution de facilité. Les gens le voient comme... En fait, c'est comme un médicament, j'ai envie de dire, parce que ils ont une douleur et ils pensent en fait que le collagène va venir soigner la douleur. Mais ça marche pas en fait de cette façon-là. Et je le vois bien, cette solution de facilité, c'est quelque chose qui revient partout. J'ai fait du coup une vidéo il n'y a pas si longtemps sur la digestion. On en a déjà parlé dans le podcast. Et du coup, entre-temps, j'ai fait un réel. Et du coup, donc, je parle de la digestion et je donne, je ne sais plus, 6 ou 7 points. C'est un format assez court, mais qui est du coup plutôt assez long. Et je donne 6 ou 7 points pour améliorer ta digestion. Et le dernier point... Ah, Denis, il faut aller vider le lave-vaisselle. Chap. On le fera... Ah, il sonne pendant longtemps. C'est bon. En tout cas, enfin, je sais plus ce que je disais. Et oui, et donc le dernier point que j'ai donné, et j'ai fait exprès de le mettre en dernier, et j'ai dit précisément, avant d'arriver à ce point-là, il faut que tu sois sûr de faire ceux d'avant. Et donc, le dernier point, c'était l'utilisation des compléments alimentaires, des probiotiques, des enzymes digestives. Et j'ai pas détaillé plus que ça. J'ai pas détaillé ce point aussi autant que les autres, mais parce que c'était pas le plus important. C'était pas le plus important selon moi. Et c'est vraiment pas celui qui va faire une différence. Je le dis dans la vidéo. Je dis, écoute, tu pourras prendre tous les compléments alimentaires que tu veux. Si tu fais pas ce qu'il y a noté avant, ça ne fera rien. Tous les commentaires, c'est où est-ce que tu achètes les probiotiques, tu prends quoi comme enzyme digestive, c'est quoi les quantités, c'est quoi... Parce qu'en fait, les mecs, c'est ça, ils ont un problème, tu solutionnes par la solution la plus facile. Parce que oui, dans ce cas-là, pour améliorer ta digestion, j'en ai parlé dans le dernier podcast, c'est long, ça prend du temps, c'est fastidieux, il faut que tu notes, il faut que tu fasses tes tests, il faut que tu... pareil, il y avait un point, c'était de faire des steps. Voilà, et tous les points précédents, c'était des points qui demandaient des efforts et un minimum de réflexion. Alors que là, le truc, c'est complément alimentaire. Ouais, prends une gélule et ça va améliorer les choses. Ok. Et collagène, c'est pareil. T'as mal à l'épaule. Le mec, il pense qu'il va prendre 3 gélules de collagène par jour et ça va guérir son mal d'épaule. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tu vois, si je devais faire la même vidéo en mode, en connaissant personnellement le cas de la personne, si je devais lui dire, écoute gars, si tu dois soigner ta tendinite, voici ce que tu dois faire. Et si je lui faisais une liste, il y aurait au moins 5 ou 6 points qui arriveraient avant la prise de collagène. Et non, lui, il cherche quoi ? La putain de solution de facilité, parce que pour lui, c'est... Voilà, il le voit comme un médicament, quelque chose qui va le guérir instantanément.
Et au final, tout ce qu'il va faire, c'est perdre sa putain d'argent. C'est ça. Il y a une hiérarchie à avoir et on ne saute pas les étapes pour aller plus vite. Au contraire, ça va être absolument pas formateur de aller à la solution de facilité. C'est vraiment le cas, dans le côté un peu pharmaceutique, de l'anti-inflammatoire. J'ai mal à l'épaule, ok, vas-y, je prends mon petit anti-inflammatoire parce que mon médecin traitant m'a dit que ça allait me faire du bien, mais je ne change absolument rien de mon contexte, tu vois. Et si tu modifies pas les paramètres de ta programmation ou bref, peu importe de ce que ça peut être, mais bon, quand tu as mal à l'épaule, c'est souvent en lien avec ta séance, c'est pas parce que tu dors mal ou ça peut, mais ce qui est direct, c'est bien des fois, comme on l'a dit, un souci technique, un excès de volume, bref, une mauvaise posture, toutes ces choses-là qui viennent parasiter en fait et créer cette tendinite. Mais l'anti-inflammatoire, ça sera jamais le remède miracle. Alors certes, ça va te soulager sur le coup. Tu vas prendre ton anti-inflammatoire, tu vas pouvoir t'entraîner, tu vas dire ah putain génial, j'ai retrouvé mes perfs et tout, j'ai moins mal. Ok, fin du traitement de ton anti-inflammatoire. Ah putain j'ai mal, mais 2 fois plus. Ah alors cette fois-ci on va faire des examens, échographie. Ah ouais, on voit que tu as une grosse inflammation de tes tendons. Ok, bon très bien. Anti-inflammatoire encore, ça suffit pas, on passe par une imagerie style IRM, allez une IRM bim, ou on va passer par la radio, et en fait, ok les examens ils vont t'apprendre un peu plus sur ta douleur, mais si tu résolves pas le problème de base qui est ta planification, tu n'iras pas bien loin. Ouais. Moi je vais vous raconter une petite histoire d'un suivi que j'ai eu il y a de ça quelques temps. C'est un suivi que j'avais en diète. Donc, je ne l'avais pas en entraînement. Mais en général, c'est pas parce que j'ai que l'un de mes suivis en diète ou en training qu'on ne parle pas du training ou de la diète, même s'il ne l'a pas. Et c'est pas pour ça que je donne pas de conseils, que je n'aide pas, que s'il a des questions, j'y réponds pas. Et en fait, donc ça se passait très bien au niveau de la diète. Et ça, il n'y avait aucun souci. Mais par contre, niveau training... donc il n'avait pas pris le training parce qu'il pensait gérer. Bref, c'était lui qui voyait. Et c'est vrai qu'il me posait beaucoup de questions par rapport au training. Et il avait el famoso problème d'épaule. Et du coup, il me disait, j'ai mal là. Et je lui disais, fais ci, fais ça. Et il me disait, ouais, mais je veux pas arrêter ce mouvement-là. Sinon, voilà, je vais perdre des pecs, machin et tout. Du coup, il n'écoutait pas mes conseils et au final, je l'ai envoyé, j'ai réussi à le faire envoyer vers un médecin du sport. Comment c'est par là? Et parce que pareil, il avait mal. Donc dès qu'il m'a dit qu'il avait mal, je lui ai dit écoute, comment est apparue la douleur et tout. Je me suis aperçu qu'il avait depuis un moment, depuis avant le coaching, etc. Et du coup, je lui ai dit fonce voir un médecin du sport. Ça fait combien de temps que tu as mal? Pourquoi tu l'as pas fait avant? En plus, les rendez-vous sont très longs. Et il a été voir un médecin du sport. Et en fait, le médecin du sport, il s'est pas posé la question. Il a dit, on fait une infiltration. Et en général, c'est vraiment, honnêtement, l'infiltration, c'est vraiment la solution de dernier recours. Ouais, c'est un peu la dernière étape. Hein. Et puis, t'as plein de trucs à faire avant. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai eu mes problèmes d'épaule, et que du coup, j'ai été voir le médecin du sport, j'en ai même vu plusieurs. Ils m'ont dit, ouais, l'infiltration, c'est ce qui serait quand même le plus intéressant pour se soulager. J'ai dit, écoutez, je pense que voilà, il y a d'autres choses qu'on peut essayer avant. J'ai déjà, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà mis en place certaines choses par moi-même qui avaient déjà pas mal amélioré la douleur. Donc j'étais confiant sur le fait que je pouvais peut-être pas complètement annuler la douleur à ce moment-là, mais je pouvais grandement la réduire de façon à ce qu'elle soit plus supportable. Au final, derrière, certes, ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui, j'ai plus de douleur. J'ai plus de douleur sur l'épaule qui avait ça. Donc encore une fois, c'est la solution de dernier recours. Mais quand le médecin du sport lui a dit fais une infiltration, en fait, c'est le médecin du sport et ce suivi à l'époque qui ont choisi en même temps la solution de facilité. Parce qu'une infiltration, c'est encore plus simple au final que la prise d'un anti-inflammatoire ou de collagène ou tout ce que tu veux. C'est hop, une opération, en 30 secondes, c'est réglé. Et donc... pour expliquer quand même ce que c'est une infiltration, c'est souvent... c'est pas souvent. C'est une aiguille qui est mise directement dans ton articulation ou à l'endroit où tu as mal et on t'injecte un produit qui va lubrifier, améliorer un petit peu le
le déplacement de tes articulations, de tes tendons, etc. Et ça, c'est un truc qui arrive normalement quand tu es un peu plus vieux et quand tu as de l'arthrose ou quand tu as des trucs, on va dire, qui sont avérés et installés depuis longtemps. Quand on est jeune, alors hors cas bien sûr très particulier, normalement les infiltrations, c'est pas trop. Ouais. On parle d'un jeune de 20 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc, il fait son infiltration, il a quelques semaines de pause derrière, qui était assez dur du coup à vivre mentalement pour lui, et il a pu reprendre, et là, plus aucune douleur. Logique. Plus aucune douleur. Donc il était super content, et du coup, je lui ai dit, mais tu devrais faire attention, parce qu'en fait, tu as juste contourné le problème de base, et en fait, ce que tu fais, c'est que tu répètes les mêmes erreurs qu'avant. Et honnêtement, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, pendant 6 mois, aucun problème. Il a fait vraiment des gains formidables. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que sur la fin du coaching, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu tellement mal à l'épaule, donc son ancienne douleur... Elle est revenue. Elle est revenue en puissance 10 000. Elle est revenue progressivement, mais encore une fois... il l'a pas écouté, il a continué à faire ce qui faisait de mal. Arrête, j'ai peur pour la suite. Et non, et du coup, en fait, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait tellement mal que il pouvait même plus en fait bouger le bras, donc il est arrêt complet. Et du coup, c'est ça qui a mis fin au coaching, c'est que du coup, il y avait plus d'intérêt pour lui à suivre une diète, vu comme il pouvait plus du tout s'entraîner. Merde. Et pourquoi ? Parce que du coup, en fait, il a choisi toujours la solution de facilité. Et c'est vrai que quand on a commencé le suivi, au niveau des compléments pour les articulations, il m'a dit, ouais, je prends glucosamine, collagène, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'il a toujours cherché à contourner le problème. Et je lui disais, parce que je lui ai demandé des vidéos de ses exécutions, même encore une fois, s'il n'avait pas le suivi training, je me suis quand même impliqué à fond et je lui ai montré, je lui ai dit, écoute, là, c'est ton positionnement qui n'est pas bon, qui met beaucoup... Ton choix des exercices aussi qui n'est pas bon, ta fréquence, ton volume. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas, en fait. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Et en fait, on est passé d'une petite gêne à, du coup, une douleur sur... tous les mouvements de poussée, et même à la fin, c'était sur certains mouvements de tirage. Puis, du coup, il y a eu l'infiltration. Ça a été beaucoup mieux. Et en fait, on est passé sur une gêne progressive qui est devenue une douleur tellement énorme qu'en fait, même les jambes, tu vois, se tenir à l'extension, c'était plus possible. Et ça, c'est quoi ? En fait, il en est arrivé là par une succession de mauvais choix parce qu'il ne voulait pas changer ce qu'il faisait de base, parce qu'il ne voulait pas accepter que potentiellement, ce qu'il faisait, ça n'allait pas et qu'il devait y avoir quelques modifications là-dedans. Donc oui, si aujourd'hui, toi, tu as des douleurs, si aujourd'hui, tu as des tendinites, c'est pas le putain de collagène qui va t'aider, c'est pas la putain de glucosamine qui va t'aider, c'est pas la putain de chondro qui va t'aider. Non. Ça, déjà, c'est des compléments que je vais plutôt recommander de prendre en prévention, tu vois. C'est pas le genre de complément que tu prends une fois que tu as mal. Non, c'est des compléments que tu prends, on va dire, en prévention, que potentiellement, quand tu as une douleur qui peut arriver progressivement, tu peux potentiellement augmenter les doses pour voir, à condition que, effectivement, la douleur ne soit pas liée à l'entraînement. On va prendre un exemple tout con. J'ai augmenté récemment mes dosages de collagène. Pourquoi ? Parce que j'avais quelques petites douleurs au coude. Douleurs au coude qui étaient dues au fait que on bradassait pas mal les machines, je faisais pas mal de trucs physiques à côté, mais c'est pas pour ça que j'avais les douleurs quand j'étais à l'entraînement. Mais par contre, je les sentais en dehors et c'était lié à autre chose. J'ai augmenté les dosages. Ça m'a fait du bien, et le fait que ça soit ponctuel et que je l'ai pas, on n'a pas bradassé les machines tous les jours pendant très longtemps, ça s'est calmé. Donc voilà, j'ai fait varier les quantités par rapport au moment où j'en avais besoin. Mais par contre, si tu as une putain de douleur, mec, mais t'entraînes pas dessus. Une douleur, c'est un signal que t'envoie ton corps. Et en fait, je sais pas, c'est comme si la comparaison qui me vient à l'esprit, c'est t'es chez toi. Et là, d'un coup, tu entends l'alarme incendie de ton immeuble parce qu'il y a un putain de feu. Et toi, en fait, tu es devant ta télé et tu dis non, je suis bien devant ma télé, ça crame, mais je vais rester là, tu vois. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu restes devant ta télé, le feu, il se propage. Puis au bout d'un moment, il arrive dans ton appart et il te crame ta putain de gueule. Alors que juste
l'alarme incendie, c'est quoi? C'est un putain de signal. Si t'étais sorti directement et que t'avais fait ce qu'il fallait, bah t'aurais pas le cul en feu aujourd'hui. Mais en fait, je savais que en abordant l'angle sur lequel on prend, on n'allait pas parler du collagène directement, même si on va en parler un peu après. Mais je savais qu'on allait entamer sous l'angle du si tu as une douleur, c'est pas en prenant du collagène que tu vas rectifier la chose. Je voulais quand même mettre des petits disclaimers parce que quand on accompagne un suivi, le coach a le rôle du gars qui te dit ce qu'il faut que tu fasses, qui va te donner à traquer certaines données et qu'après qui va te les interpréter. Par contre, son rôle, il n'est pas médical, il n'est pas pharmaceutique, il n'est pas de l'ordre de la médecine, on va dire, je sais pas, enfin voilà, il n'est pas là pour te dire je suis médecin, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses pour ne plus avoir ta douleur. Il est juste là pour te dire, ok, moi j'observe ça, tu as un tableau un peu clinique, même si ce n'est pas forcément le terme qu'il faudrait approprier, mais tu as des données. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'orientes vers un professionnel qualifié. Parce que, deuxième disclaimer, dire ne t'entraîne pas sur ta douleur, c'est pareil, ça prend avec des pincettes parce que on sait aujourd'hui que on peut continuer de s'entraîner même quand on a une douleur, mais en changeant des variables ou des modalités de notre entraînement. C'est pas en arrêtant complètement l'exercice, parfois c'est en travaillant dessus, mais d'une autre façon. Et alors là, pareil, ça se détourne sur un autre domaine qui n'est plus, on va dire, uniquement sur le champ de la musculation. On s'adressera plutôt à quelqu'un de qualifié dans le champ de la réathlétisation. Et ça, par contre, ça demande des compétences supplémentaires qui s'apprennent forcément, mais qui ne sont pas, je pense, maîtrisées par la majorité des coachs sportifs. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait un disclaimer à apporter là-dessus. C'est que, en tant que coach, si vous êtes accompagné par quelqu'un qui a réponse à tout, c'est pas une bonne chose. Le bon coach, c'est une personne qui est en mesure de vous dire « Ok, je te présente et je te dis ce que reflètent tes données. Par contre, moi, je m'arrête là. Je m'arrête dans le sens où ce que tu as fait, ce que tu fais là, concrètement, ce que tu fais avec moi, c'est mes limites. Je ne vais pas pouvoir aller au-delà. Par contre, je vais pouvoir t'accompagner sur essayer de trouver des choses pour te permettre de t'entraîner, mais je ne pourrai pas solutionner tous tes problèmes. Et ça, c'était important. Bah, c'est vrai que y a tout simplement des spécialistes, tu vois. C'est un peu comme le médecin généraliste. Il dit ok, là il y a un problème. Si tu veux aller plus loin, il te renvoie vers par exemple un spécialiste du genou, un spécialiste de l'épaule, etc. C'est pareil, chaque coach sportif va avoir sa propre expérience et en fonction des situations, il va pouvoir plus ou moins être apte à t'aider. On va prendre certains coachs par exemple vont être plus ou moins bons dans la gestion des TCA. Certains coachs vont être plus ou moins bons dans la gestion des douleurs. Et effectivement, il ne faut pas avoir peur de reconnaître lorsqu'on ne sait pas, c'est simplement. Mais tu avais d'autres choses à ajouter que non, mais c'est encore plus général. C'est que nous, notre domaine d'expertise, c'est la musculation, c'est la nutrition liée à la performance sportive. Mais si je prends l'exemple d'un de mes suivis qui voulait aussi préparer un concours où il avait besoin d'être bon dans de la course à pied, il m'a demandé si je faisais ça, mais mec, je cours pas. Je vais pas te donner des conseils sur de la course à pied. Donc je l'ai orienté vers quelqu'un qui est spécialiste de la matière et qui du coup a entamé en parallèle de mon suivi un programme d'entraînement pour la course à pied et être bon au luc léger. Voilà, je ne retrouvais pas le nom, mais il a fait le test du luc léger. Voilà. Il faut admettre et dire, ok, mes limites s'arrêtent là, mais par contre, je peux t'orienter vers une personne qualifiée qui pourra du coup t'accompagner dans ce champ-là. Et dans le champ de la douleur, c'est la même chose. On a eu des blessures, mais ça ne fait pas de nous des experts. On a eu des expériences avec des suivis de personnes qui se sont blessées ou qu'on a pu guider, améliorer sur la gestion de leur entraînement et qui a permis de diminuer les douleurs. Mais par contre, on ne sera pas des médecins du sport, on ne sera pas des éducateurs dans la réathlétisation. Ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre, qu'on apprend d'ailleurs aujourd'hui, mais on n'est pas encore en mesure d'avoir toutes les clés dans notre caisse à outils pour accompagner l'ensemble des personnes. Et heureusement, si tu as un coach
qui est bon dans tous les domaines et qui dit moi je sais, et qui donne à chaque fois qu'un seul son de cloche sans apporter de nuance. Frédéric, ça sent pas bon. Mais du coup, où tu veux en venir en disant ça, frère? Mais je veux dire par là que si tu as une douleur et que ton coach te dit tu vas prendre du collagène, juste en disant prendre du collagène, ça va te permettre d'atténuer ta douleur, bah, c'est pas une bonne chose. Il te guide pas vers, je pense, l'ensemble des choses qu'il faudrait que tu fasses. Aller vers un spécialiste, interpréter mieux tes données et t'expliquer, comme tu l'as fait très bien tout à l'heure, le collagène, le N-acétylglucosamine, d'autres compléments, style oméga 3, bref, tout ça. C'est des choses qui peuvent venir soutenir, on va dire, une nutrition intelligente, mais ça ne va pas te faire changer ta place ta douleur, quoi. C'est pas ça. Ce qui peut être intéressant, c'est d'établir peut-être un ordre de priorité des choses à faire lorsqu'on a une douleur. Ça peut être intéressant parce que du coup, peut-être que aujourd'hui, les gens qui ont des douleurs et qui ne savent pas s'en sortir, c'est juste parce qu'en fait, ils n'appliquent pas les bonnes choses dans le bon ordre. Et ça rentre dans le cadre d'un coach. Il est en mesure d'établir, on va dire, ses priorités, cet ordre hiérarchique pour du coup guider un peu mieux la réflexion. Ok. La dernière fois, dans le podcast sur la maintenance énergétique, etc., les calculs, il y a un commentaire qui a dit qu'il aurait bien aimé un cas pratique. C'est-à-dire qu'on se prenne par exemple nous pour exemple et qu'on dise bah voilà on calcule et ma maintenance est de temps. Le truc c'est que on a un super tableau, mais ça c'est plus quelque chose qui est adapté au format vidéo. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on juste en fait en parlant, en expliquant, c'est pas suffisant. Ouais, surtout que ça c'est un truc je pense qu'il faut préparer un petit peu. C'est ça, c'est un truc qui se prépare et c'est quelque chose sur lequel il faut un support visuel. Là, aujourd'hui, je repense à ce commentaire parce qu'en fait, on peut faire un cas pratique. Imaginons, Rémi, oui. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal à l'épaule et je te dis, vas-y, qu'est-ce que je dois faire? Tramadol. Non, le tramadol, 200 mg par jour. Le tramadol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un médicament très puissant pour la douleur. Oui. Mais du coup, voilà, je te dis, j'ai mal à l'épaule. Quelle est la première chose que tu vas me dire? Je te dirais, quels sont les mouvements? Alors, vous avez vu, je vais directement sur la partie entraînement parce que Denis est quelqu'un qui s'entraîne. Je lui demanderai directement quels sont les exercices, quels sont les mouvements sur lesquels tu as mal. Ouais, alors, effectivement, moi je dirais plutôt comment est survenue la douleur. Est-ce qu'elle est encore présente au moment où tu me parles? Déjà, avant tout ça, je parlerai un peu plus de la douleur. Dans le sens où, parce que parfois, par expérience, et encore une fois, s'il y a des coachs qui écoutent le podcast, ça peut être intéressant pour vous et pour la gestion de vos clients. Mais en général, voilà, c'est comme ça que je procède. C'est la première question, c'est comment est survenue la douleur et est-ce qu'elle est encore présente? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que par expérience, beaucoup des personnes que j'ai eues en suivi, ils vont avoir une petite gêne sur un exo, sur une séance, yes. Et ils vont se dire, ouais, c'est une petite gêne. Et en fait, ils vont pas forcément en parler, parce que voilà, c'est un petit truc, c'est un petit... Et au final, le moment où en gros, sur une séance, cette gêne devient un peu plus contraignante, cette gêne commence progressivement à se transformer en douleur, souvent, c'est là où ils vont commencer à en parler, alors qu'en fait, elle n'est pas apparue sur cette séance-là, elle était déjà là avant. Et également, le fait de savoir si la douleur, parce que parfois ça peut également apparaître subitement, une contracture, ce genre de blessure-là, le fait d'avoir encore en fait la douleur plus tard, c'est également, en fait, ça permet de juger sa gravité. C'est ça, l'évolution de la douleur. Dans quel sens va-t-elle? Est-ce que c'est une douleur qui évolue négativement, donc qui te fait de plus en plus mal, ou positivement dans le sens où elle s'atténue? C'est ça. On va prendre, encore une fois, on donne des... Là, on est dans le concret aujourd'hui dans ce podcast. On est dans le dur. On va prendre, encore une fois, des exemples pour que vous compreniez. Quelqu'un qui va se faire une contracture pendant la séance,
À chaud, il va pas trop la sentir. Surtout une contracture, est-ce que tout le monde est capable d'identifier cette douleur? Tu vois, pour moi, c'est même pas, je mets même pas de mots sur ce qui est, ce que peut être la douleur. Je dis juste, ok, ta douleur à l'épaule, ta douleur dans le dos, contracture ou pas contracture, c'est pas le souci, c'est juste dire ta douleur. Non, mais tout ça pour dire que, par exemple, une contracture, à chaud, tu vas sentir quelque chose, mais en refroidissant, donc avec l'évolution du temps, la douleur va augmenter. Et à froid, tu vas la sentir. Il y a d'autres types de douleurs, ça va être l'inverse. Donc, encore une fois, le fait de connaître l'évolution de la douleur dans le temps, ça permet déjà d'avoir de premières indications sur potentiellement ce que c'est, et également sur sa gravité. Yes. Donc, ensuite... Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est du coup un peu ce que tu as dit. Sur quel mouvement tu vas le ressentir, Et alors là, ça peut aller plus loin que la muscu. Oui, c'est identifier le contexte, la douleur dans lequel identifier le contexte de la douleur. À quel moment est-elle arrivée? Sur quel mouvement? Enfin bref, c'est le pourquoi, le comment qu'on essaye d'établir là. C'est un peu la problématique du point de départ. Comment est-elle arrivée? Sur quel mouvement? Est-ce que tu es capable de déterminer l'exercice? Est-ce que tu es capable de déterminer aussi la localisation de ta douleur? C'est vraiment essayer de dresser un tableau de ce point de départ. Et ensuite, du coup, à partir déjà des premières informations que tu as, il y a, on va dire, plusieurs possibilités. Soit, par exemple, il s'est avéré que la douleur ou la gêne est arrivée sur un mouvement que la personne m'a envoyé en vidéo ce jour-là. Dans le cadre d'un suivi, du coup, il y a régulièrement des vidéos d'exécution qui sont envoyées. Et si, par exemple, sur le mouvement, j'arrive à identifier ce qui a posé le problème, encore une fois, un mauvais positionnement, un mauvais réglage. Parfois, en fait, c'est tout con, mais tu n'as pas fait attention. Ce n'est pas les mêmes réglages que d'habitude. Je sais pas, une machine à écarter, tu as réglé l'étirement plus d'un côté que de l'autre parce que tu tournes avec une personne. Il y a plein de possibilités qui peuvent arriver et ça se trouve, ça se voit directement sur la vidéo. Ça, c'est une première possibilité. En gros, si on arrive à identifier, avec ou sans vidéo, la douleur, la gêne, la blessure. À ce moment-là, si c'est quelque chose qui n'est pas grave, on va dire que, et surtout si on a des symptômes qui s'améliorent, que la douleur n'est plus présente au moment de l'échange, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, parce que oui, va pas consulter non plus dès que tu as un petit truc. Hein. Je me suis coincé le doigt ce matin, j'ai pas appelé le médecin. Ça revient sur ce qu'on disait sur, en gros, tu t'écoutes trop et... Bon, là, on est vraiment dans le cadre où c'est une douleur, mon gars, ça t'a fumé, quoi. Après, également, si par exemple la douleur est par exemple due à un choc, en général, les douleurs qui sont dues à des chocs, c'est des douleurs qui sont plus difficiles à cerner et sur le coup, je te conseille plutôt là de consulter. Exemple, tu fais du développé couché, tu droppes la barre, tu as mal aux côtes. Je te conseille vivement de faire contrôler. Exemple, tu fais un sport de contact, tu fais du rugby à côté, ça arrive, j'ai également eu des rugbyman et j'ai encore toujours des rugbyman en suivi. Tu te prends un choc, tu as encore mal après, c'est potentiellement un endroit, tu vas faire contrôler, je veux dire. Tu déplaces des branches, enfin tu fais de l'élagage, donc tu coupes des branches, tu les prends, tu veux les mettre dans ta voiture, paf, tu sens une douleur au niveau des côtes. Là, t'es pas à la salle, mais tu sais que ça pue du cul. Je fais un petit clin d'œil à Clément, à qui c'est arrivé, un de mes suivis. Frédéric, encore une fois, ça sent pas bon. Voilà. Donc, il y a différents types de choses. Mais en gros, si c'est quelque chose que tu estimes être grave ou qui ne va pas partir sur le court terme, je te conseille déjà directement de consulter. Et même si tu ne peux pas avoir un rendez-vous tout de suite et qu'au moment du rendez-vous, c'est passé, au pire, si ça passe quelques jours avant, tu peux, même quelques semaines avant, si le rendez-vous est long, tu peux toujours annuler ton rendez-vous, c'est pas très grave. Et si jamais, on va dire, ça disparaît un jour avant, tu peux toujours faire contrôler. Bref, il faut pas... Enfin voilà, la plupart des gens n'osent pas prendre de rendez-vous, alors qu'en plus, parfois, ça peut aller
assez rapidement. Ça dépend, voilà. Alors, il y en a... parfois, c'est long, parfois, c'est pas long. Il y a des applications, coucou Doctolib. Voilà. Vous pouvez avoir des rendez-vous, pas toujours avec des personnes qualifiées, ça je reconnais. Si votre médecin traitant ou un médecin spécifique n'est pas dispo, il y a toujours des moyens de trouver au moins quelqu'un d'assez compétent, peut-être, plus rapidement que quand c'est vraiment grave, quoi. Hein. Voilà, et du coup, voilà, à partir du moment où c'est grave ou que du coup, je n'arrive pas à identifier ou tu n'arrives pas à identifier, renvoie du coup vers un professionnel. Et à partir de ce moment-là, c'est le professionnel qui va prendre en charge les choses et qui va du coup aiguiller et travailler après derrière avec le coach pour du coup dire voilà, il faut adapter comme ça, ou alors il faut faire ci, il faut faire ça, machin, ou il va renvoyer vers un kiné du sport, il va renvoyer vers des trucs. Et sinon, si tu arrives à identifier d'où vient la douleur, par exemple, est-ce qu'elle vient d'une mauvaise exécution? Est-ce qu'elle vient du coup, par exemple, d'un exercice qui est un peu trop contraignant? On va prendre par exemple encore une fois un cas concret. Le GM Press est un excellent exercice, mais pour certaines personnes, il peut mettre une pression accrue sur les coudes. Les poignets aussi. Et les poignets. Ce qui fait que potentiellement, le GM Press, si tu fais un cycle qui dure un peu trop longtemps sur l'exo, ces douleurs-là peuvent apparaître, et à ce moment-là, la solution, c'est de changer l'exercice. Il y a plein de façons de faire, mais ce qu'il faut, c'est toujours voir et analyser les signaux. Si tu arrives à les analyser correctement, tu peux prendre déjà des décisions par rapport à ça. Mais par contre, le comportement du gros con de base, c'est tu as des signaux, tu as des douleurs et tu continues de ne pas les écouter. Et après, tu espères que prendre du collagène va régler la situation. C'est ça, hein, tu l'as dit, identifier l'intensité de la douleur, quand même, on va pas se cacher, on sait quand on s'est fait mal. On sait quand ça pue du cul. Très franchement, quand tu te fais mal au dos, au bas du dos, là, ou à l'épaule, encore une fois, tu sais assez vite si c'est le truc qui va te faire chier pendant juste quelques jours, ou si c'est la truc qui va vraiment te ramasser et t'empêcher de t'entraîner. Donc vraiment, faites attention. Et justement, Denis, comment on peut distinguer, comment on peut analyser l'intensité de cette douleur? Eh bien, par le tracking. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est vraiment à personnaliser en fonction de la personne, mais comme on le sait, on est assez fada de ça avec Denis, et pour nos suivis, ils ont un document de tracking où ils notent des choses nécessaires à la compréhension de leur environnement, et après c'est personnalisé en fonction de la personne. Et quand une personne dans mon suivi a une douleur, eh bien on va se rajouter une colonne douleur, et on va pouvoir du coup noter cette douleur. On parlait tout à l'heure dans le sens positif ou négatif de la chose. Aujourd'hui, je suis à 2 jours de ma douleur. Combien je l'estime sur 10? 1, c'est la douleur, il n'y a plus de douleur. 10, c'est intense. Et du coup, on va pouvoir voir l'évolution dans un sens ou dans l'autre et comprendre un peu mieux la douleur. Même chose, la deuxième case qu'on rajoute, dans mon cas, c'est une case commentaire. Est-ce qu'on en apprend un peu plus sur cette douleur? Est-ce que quand on est au repos, on a mal? Est-ce que c'est une douleur qui apparaît sur ce mouvement-là, pas ce mouvement-là, etc. Et en fait, on va pouvoir du coup quadriller un peu mieux les choses et comprendre un peu mieux l'origine de la douleur. Alors ça, encore une fois, hein, on n'est pas sur un document de tracking comme ça, impersonnel, où on donne le même à tout le monde. Non, il est moulé à chaque fois à la personne, et une personne qui n'a pas de douleur va pas avoir ces cases. Juste, on les rajoute, on les incrémente en fonction de la personne et en fonction de ce qu'elle souhaite traquer. Pareil, ça c'est des choses sur lesquelles on reviendra peut-être dans un futur podcast, mais l'importance des données, c'est aussi ne pas trop en avoir. Et donc là, pour une personne qui a une douleur, c'est bien justement de cerner les choses et donc de traquer tout ce qui va être en lien avec celle-là, de près ou de loin. Et c'est vrai que, comme dit Rémi, le tracking, il faut que ça soit quelque chose qui ne soit pas contraignant. Ouais. Et au final, tu sais, c'est un peu comme les steps, si tu peux le faire de manière involontaire, c'est encore mieux. Ouais. Je vais prendre un exemple. J'ai un de mes suivis actuels, Paul, je sais qu'il écoute le podcast. Coucou Paul. Dédicace. Qui me fait du coup, par exemple, des récaps à chaque fin de séance lorsqu'il marche, lorsqu'il fait ses steps, et qui me fait des récaps complets de ses séances.
Et du coup, quand je l'ai eu en suivi, il avait quelques douleurs au début au coude et au genou qui se sont assez vite accentuées. Et donc, bien sûr, on a adapté pas mal de choses vis-à-vis de l'entraînement, on a adapté pas mal de choses. En fait, il s'est avéré que quand il me faisait ses récaps de fin de séance, du coup, il me disait, bah, là, j'ai eu mal, j'ai pas eu mal, etc. Et en gros, donc, il me le faisait, et à partir du moment où il a plus de douleur, bah, en fait, il me disait, bah, là, c'est nickel, j'ai progressé. Et en fait, c'était moi qui lui disais, ok, gros point positif de la séance, pas de douleur. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien de le mentionner. En fait, le truc, c'est que le fait d'omettre dans son récap qu'il avait une douleur, c'était indirectement sa façon de traquer eh bien sa douleur, tu vois. Mais parce que derrière, encore une fois, si tu veux, il me donnait la donnée que moi, je savais analyser. Et c'est pour ça que, bon, ça, c'est juste un exemple que je trouve assez intéressant. Mais voilà, pour dire qu'il faut que tu trouves une façon de noter ou de ne pas noter, comme Paul le faisait, pour pouvoir suivre l'évolution de ta douleur. Exactement. C'est hyper important de valoriser les choses qui ont changé. Alors bien sûr, quand une personne perd du poids et que c'est son objectif, bah, c'est sûr qu'on va valoriser la chose, mais se dire, ok, j'ai fait un entraînement sans douleur, mec. Mais est-ce que ça, c'est pas la putain de bonne nouvelle? Tu sais, on s'attarde toujours sur ah ouais, la congestion dingue, ressenti incroyable et tout. Moi, je vois quand même toujours en ligne de mire, c'est l'entraînement qui s'est forcément bien passé, où j'ai pu progresser partout, mais où, tu vois, j'ai pas eu de gêne, où j'ai pas eu d'accrochage ou de petits trucs un peu parasitantes. Ça, pour moi, c'est un truc hyper important à valoriser. Donc, les gars, quand vous vous entraînez et que vous avez pas mal, ou que voilà, vous avez un passé de douleur, bah dites-vous quand même que c'est bien et valorisez ça. Denis, par contre, on s'éloigne vachement de... Non, même si on le savait, hein, on le savait. Bah, de toute façon, on s'éloigne toujours du sujet, mais parce que la pensée, elle est plus profonde que du simple fait de prends tes 15 grammes de collagène par jour, quoi. C'est pas ça. C'est ça. J'aimerais, par exemple, si tu veux un cas concret sur de la douleur, je suis en train de penser que juste dans les vlogs que je partage, actuellement, il faut savoir que je filme quasiment la totalité de mes séances. Si je prends l'exemple, lundi, on a fait une séance avec Rémi, je l'ai filmé. Je ne sais plus quand est-ce que je me suis entraîné. Mardi, j'ai fait une séance, je me suis entraîné. Hier, j'étais en repos. Aujourd'hui, bon, je vais voir si je la filme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien au moins entre 50 et 75% de mes séances que je filme. J'en filme entre 2 et 3 sur 4. Et dans ces vlogs, j'ai partagé justement que j'ai eu une douleur à l'épaule. J'ai eu une douleur à l'épaule. Mec, t'as même commencé ta chaîne YouTube avec douleur à l'épaule. Non, mais c'est pour dire que c'est encore plus profond, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, donc j'explique que cette douleur à l'épaule, elle n'est pas du côté de l'épaule où j'ai eu tous ces problèmes, elle est de l'autre côté. Comme quoi, à droite, ça a vraiment bien guéri, mais maintenant, c'est à gauche que ça me fait chier. Cette douleur, comment j'ai interprété du coup tous les signaux. Dès que du coup j'ai commencé à avoir l'apparition d'une gêne, j'ai tout de suite mis en place des choses pour continuer à m'entraîner autour, et justement je partage toute l'adaptation que j'ai fait autour de ça. Et alors encore une fois, j'ai pas filmé quelques séances, mais tu peux voir que, alors c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais déjà il y a eu un changement de choix d'exercice et il y a eu des adaptations. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai montré certaines adaptations. En fait, j'avais mal surtout sur mes exos de triceps, ce qui est assez paradoxal. Et donc, j'ai adapté les exos, notamment pour les triceps, avec des exos qui, honnêtement, sont assez exotiques pour certains, mais qui en fait me permettaient de travailler mes triceps sans avoir de douleur. Et en fait, j'ai filmé au final toute l'adaptation que j'ai eue sur la période où j'avais cette gêne. Ça me fait rire. Et du coup, en fait, tu vois l'arrêt de mes mouvements pour les triceps, l'adaptation avec la reprise progressive vers du coup des mouvements. Et là, du coup, je suis revenu à pouvoir faire un mouvement très bien en position raccourcie, un mouvement très bien en position étirée, sans aucune douleur. Donc,
là, c'est un exemple, c'est vrai que c'est bien ces vidéos, parce que c'est un exemple concret d'application et de gestion de la douleur en interprétant correctement les signaux à temps. Et tu verras que jamais, à aucun putain de moment, j'ai dit « Oh, je vais augmenter le collagène » ou je vais prendre du collagène » ou « Je vais prendre de la glucose » je vais prendre du... Non. Tu l'as dit tout à l'heure par rapport à l'augmentation de ton collagène, mais c'était... C'était dans un contexte autre de prévention. Ouais, c'était sur une période différente. Hein. On y vient au collagène. C'était sur une période différente. Mais tout ça pour dire que, voilà, je le répète, les compléments alimentaires, c'est vraiment la dernière chose à faire. Et ton corps est bien fait. Et en fait, ton corps t'envoie des signaux, j'allais dire, en fait, communique avec toi dans un langage qu'il faut certes un peu d'expérience pour comprendre, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Et au final, si tu écoutes les signaux de ton corps et que tu as fait LV2 corps humain, eh bien tu peux facilement... LV2 corps tu peux facilement régler tous tes problèmes et toutes tes douleurs. Juste parce que voilà. Mais... tu sais quoi, Rémi, je vais devenir professeur en LV2 corps humain. LV2 corps humain. Donc, bientôt disponible dans toutes les écoles de France, de Paris et de Navarre. C'est ça. Moi, président, je rendrai cette matière obligatoire. Non, mais je reviens juste sur un petit truc. Tu as parlé d'exercices exotiques. Ça me fait rire parce que quand on a commencé à partager nos entraînements sur les différents réseaux, ces exercices un peu exotiques, c'était bricolage. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça et ça m'a fait sourire parce que c'est des exercices en fait. C'est juste qu'ils sont peut-être peu communs, mais le côté exotique, c'était le truc que je disais pas bricolage mais exotique, ou je disais pas bricolage mais optimisation. Enfin, je sais plus comment je sortais. C'est vrai que... Bon, c'est pas là forcément où je voulais en venir, mais ça, c'est intéressant. C'est rigolo. Enfin, je trouve que maintenant, c'est devenu quasiment banal d'avoir des keufs en salle de sport et de s'entraîner. En fait, il y a 5 ans, putain, mais on était des ovnis. Bon, ça pourrait être l'objet d'un futur podcast. Ça, mais... Ouais, parce que l'évolution est très drôle. Mais en gros, c'est vrai qu'avec Rémi, surtout quand on a commencé sur le réseau, on prenait cher. Les premiers TikTok, j'en fais plus aujourd'hui, mais... On nous appelait Monsieur Bricolage. On prenait super cher. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que les personnes, parce qu'il y avait carrément des créateurs aussi qui s'en prenaient à nous, hein, et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, parmi certains de ces créateurs, il y en a qui disaient genre bricolage sur nos exos à l'époque, qui aujourd'hui font ces exos-là. Comme quoi, et puis ça se trouve, ils vont même faire des vidéos pour dire « Oh, c'est le meilleur exo !» Alors qu'à une époque, ils étaient là en mode « Ouais, bricolage, monsieur bricolage. » C'est vrai. Bon, moi, c'était le petit aparté. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la douleur, c'est que tu disais un truc hyper intéressant, c'est que y avait toujours moyen de s'entraîner, même quand on avait une douleur, et que les personnes qui ont une douleur et qui persévèrent sur la douleur, c'est qu'ils ne font pas d'autre chose que l'exercice qui crée la douleur. Alors si c'est un exercice qui crée la douleur, encore une fois, c'est que je prends l'exemple du fameux développé couché. Tu sais, t'es persuadé que c'est lui qui te fait mal, mais nique sa race, quoi. C'est trop beau le développé couché, quoi. C'est trop bien de le faire, quoi. Je veux hit les 100 kills, donc j'y vais. En fait, ça revient encore à ce que j'ai dit, donc c'est un bis repetita au tout début de ma plaidoirie quand j'ai commencé le podcast. C'est que tu sais au fond de toi que l'exercice qui te fait mal, certes tu le kiffes, mais il y a plein d'autres façons, donc soit intéresser, soit cultiver pour trouver d'autres choses qui pourront te faire plaisir et t'entraîner avec moins de douleur. Encore une fois, on ne dit pas qu'il ne faut pas s'entraîner sur l'exercice qui fait mal, il faut juste avoir les capacités de comprendre que si cet exercice te fait mal, c'est qu'il faut que tu le fasses autrement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le collagène. Et je conclurai juste avec le fait que au final, comme dit Rémi, tu le sais au fond de toi ce qui ne va pas. Oui. Tu le sais au fond de toi. Parce que tu sais, le LV2 corps humain, c'est un peu comme l'espagnol, tu vois. C'est les mots français, tu rajoutes I ou A à la fin et ça fait la même chose. Au final, on a fait allemand, on n'est pas sûr de ce qu'on dit là en termes d'espagnol. C'est pas très grave. Je pense que tu as compris si tu as fait espagnol, mais tu vois, il y a des choses qui se ressemblent. C'est la même chose, tu vois.
tu sais que tu as mal quand tu fais un mouvement, tu arrives plus ou moins à comprendre les choses, tu vois. Même si tu n'as pas trop pratiqué, tu sais que tu fais de la merde au fond de toi, mais tu continues à faire cette merde parce que, je sais pas, t'aimes bien ça sent bon, t'es peut-être un peu scato, mais c'est pas ça le problème. Je veux dire, quand t'as des douleurs en général, tu sais d'où elles viennent. Tu le sais au fond de toi. Et juste, si... Il y a un proverbe qui dit ça, c'est genre faire la même chose en espérant obtenir un résultat différent, c'est juste être un giga trou de balle. C'est pas ça le proverbe, mais t'as compris le truc, tu vois. Denis, bientôt, il va nous sortir un livre de citations revisité. Mais tout ça pour dire que voilà, t'as compris le truc. Maintenant, on va parler du collagène. Ouais, parce que je pense que les gens, enfin nos auditeurs, voulaient entendre parler du collagène. Ok, Rémi, c'est quoi le collagène? Le collagène, c'est une protéine. Donc il y en a plusieurs types. Il y en a, je crois, je dirais une bêtise, mais je crois qu'il y en a plus de 10 différents. Les plus connus sont le type 1 et le type 2. Attends, il faut préciser, je pense, le collagène est une protéine de structure qu'on va retrouver dans tout ce qui va être tendons, etc. C'est ça qui est important, et donc ça va jouer, notamment, c'est les protéines qui constituent en fait les tendons, qui vont jouer sur leur élasticité, leur solidité, leur régénération, etc. Exactement. Et donc le collagène, c'est un complément alimentaire qui, je pense, a été popularisé en grande partie par Michael Gundil, parce que, à ma connaissance, et encore je n'ai pas non plus une super connaissance de ce domaine-là, mais c'est lui qui a vraiment mis en avant les bienfaits du collagène. Donc j'ai envie de dire, c'est un complément qui a, sur le marché français, petite dizaine d'années, avant, qui n'était pas du tout connu, et qui aujourd'hui a fait un boom dans les compléments alimentaires des pratiquants. Alors, on va revenir aussi sur les différents types de collagène. Comme dit Rémi, il existe plusieurs types de collagène. Ouais. Le type 1 va être le plus connu et le plus répandu, ainsi que le moins cher. Et après, on va pouvoir retrouver, notamment à la vente, j'en ai juste derrière, parfois ça peut être des complexes, parfois ça peut être que du type 2, du type 3. Et on va dire que le type de collagène va jouer sur sa localisation. En général, on dit que le type 1 est plutôt bon pour tout ce qui va être tendon, etc. Et le type 2, type 3 pour tout ce qui va être articulation, etc. Donc tout va dépendre, encore une fois, de ce que tu cherches à avoir avec ta supplémentation en collagène. Mais c'est vrai qu'il faut déjà comprendre ça. Exactement. Et je voudrais rajouter aussi qu'il peut être d'origine bovine, ou d'origine aussi marine. Et donc, voilà, pour les personnes qui ne veulent pas forcément s'orienter vers des produits bovins, vous pouvez vous tourner vers les petits poissons. Quoi dire d'autre? Je pense... Attends, je voulais parler du collagène comme... peut-être beaucoup de personnes l'ont déjà entendu, comme étant le remède anti-rides, le remède pour une belle peau, des beaux ongles, des beaux cheveux. C'est vrai que ça a été une entrée... C'est vrai qu'en fait, on parle du collagène, on parle du collagène surtout d'un point de vue de muscu. Voilà. Mais effectivement, par exemple, on prend le collagène de type 1, va également avoir un rôle du coup sur tout ce qui va être ongles, peau, cheveux, etc. Ça ne fait pas pousser les cheveux, les gars, par contre, je vous le dis. La calvose, si vous en devez en avoir une, vous allez en avoir une. J'ai essayé, je me suis persuadé, ça arrivera. Denis, toi aussi, tu vas y passer. Non, moi je suis bien de ce côté. Moi, je suis bien. Tu veux te confesser sur des trucs, Rémi? Non, mais c'est que j'essaie juste de trouver des gens avec qui je pourrais dire c'est bon. Ah oui. Bon, si vous êtes Team Calvos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'il y en a qui sont chauds pour faire un petit aller-retour Turquie. Non, mais pour dire, c'est vrai que ça a été une entrée aussi un peu importante pour le collagène, c'est qu'il avait aussi cette vertu-là. Enfin, il a cette vertu-là, pardon. Et il est du coup beaucoup employé dans les produits de beauté. Mais on s'en fout. Non, il vaut mieux le manger que te le mettre sur la gueule, le collagène, si tu veux qu'il soit vraiment efficace. Ouais. Mais
le collagène, donc effectivement, tu as parlé des différentes... Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'origine du collagène, c'est ce que... Alors à l'époque, ça n'existe plus maintenant, mais c'est ce qu'on appelait également de la protéine de bœuf. Je sais pas, à l'époque, on pouvait trouver de la protéine de bœuf qui, en fait, le collagène, c'est fait avec quoi? En fait, c'est fait avec tout ce qui n'est pas de la viande, sur en fait les animaux. Les animaux, ouais, c'est ça. Tout ce qui va être steak, etc., ça va être mis à la vente chez le boucher, machin, etc. Et tout ce qui va être un peu tendineux, machin et tout, souvent c'est recyclé. Et en fait, justement, le collagène, vu qu'on le retrouve énormément dans les parties tendineuses, c'est comme ça qu'il va être préparé. Donc effectivement, à l'époque, la protéine de bœuf, c'était quoi? C'était ni plus ni moins que la réception de tous ces déchets tendineux. Et du coup, on en faisait de la protéine. Et en fait, c'était de la protéine qui était ultra riche en collagène parce qu'elle était en fait... c'était même du collagène parce qu'en fait, elle provenait de là. Donc, ça, c'est pour le petit point historique. Maintenant, les procédés de fabrication ont quand même pas mal évolué. On retrouve également du collagène marin, etc. Autre point aussi, peut-être qu'on peut dire sur... encore une fois, l'origine... Tu voulais parler? Non, c'est que tu déplaces ma chaise, enculé. Ah ouais, il faut que je tourne les jambes. J'ai fait un leg day lundi, pour ceux qui n'auraient pas l'info, on s'est entraîné avec Denis. J'ai une petite courbature, c'est sympathique. Pas moi, je suis bien. Je la refais ce soir. Je les referai demain. Pourquoi? T'en as chié pendant cette séance? Bon mec, je t'ai explosé partout. Oui, les gens verront à la vidéo que c'est pas vrai, donc c'est pas la peine de mentir. Pour de vrai, si. Ok, vous verrez bien dans la vidéo. Bon. Allez mon frère, continue. Pour parler aussi encore un petit peu de l'origine du collagène, en fait, il répond aussi aujourd'hui, je pense, à une alimentation moderne qui a un peu changé, disons ça comme ça, où à une certaine époque, donc assez lointaine, on mangeait absolument tout et quand on avait un animal, on mangeait absolument tout, de la tête aux pieds, comme on disait, tout est bon dans le cochon. Eh bien, on mangeait le groin, des oreilles, de la queue, en passant par les pieds de porc. Enfin bref, on mangeait absolument tout dessus. Aujourd'hui, l'alimentation est un peu différente, où du coup, on a le luxe de sélectionner les pièces un peu plus nobles sur les viandes, et donc du coup, on se retrouve avec des viandes qui sont moins riches en collagène, puisque on sélectionne des parties plutôt maigres et donc en absence en absence totale de tendons, d'os, de peau, etc. Donc ça, c'est aussi, je pense, une autre entrée du collagène sur le marché actuel. En fait, c'est ce qui en fait son intérêt. Comme dit Rémi, par exemple, la supplémentation en collagène, elle avait moins d'importance des années en arrière, parce que si on prend le cadre de nous, notre vie familiale, avec Rémi, on a grandi sur une ferme. Quand on était petit et qu'on on tuait des cochons pour les manger, je peux te dire que le cochon, il n'y avait rien qui partait à la poubelle. C'est-à-dire qu'on mangeait absolument tout, et à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, si tu veux manger de la viande, tu n'es plus obligé de choper le cochon et de le tuer, de le vider, et de le préparer. Non, juste tu vas acheter tes putains de filets de poulet et du coup tes steaks hachés. Et au final, tu te retrouves avec tous ces morceaux cartilagineux, etc. Tu n'en consommes plus. Donc effectivement, tu n'as plus de collagène. Et là où certains diraient que en fait, le collagène qu'on va retrouver directement dans l'alimentation, il va moins s'absorber parce qu'il n'est pas hydrolysé comme par exemple le collagène qu'on peut trouver aujourd'hui. En fait, le truc, c'est qu'à l'époque, on en mangeait tellement fréquemment qu'en fait, on s'en foutait parce que la quantité faisait que même s'il ne s'absorbait pas, du moins pas aussi bien, et bien en fait, on avait la quantité qui réglait le problème. Aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir des poudres qui sont hydrolysées, donc pour une moindre quantité, on va l'assimiler beaucoup mieux. Et comme dit Rémi, ça pallie le problème qui est que, justement, on avait cette déficience à cause de la consommation moderne et que maintenant, on ne l'a plus grâce à la consommation de collagène. Il faut dire aussi que le complément alimentaire collagène, on en reviendra peut-être un peu plus tard, il a quand même cet avantage de fitter mieux avec nos macros. Parce que, comment dire, quand on se fait un bon pot-au-feu, le grand pot-au-feu, comme dirait Denis, ou quand on se fait des pieds de porc, ou quand on se fait, des petits plats un peu typiques du cochon, on sait que certes, on va avoir notre petite dose de collagène. Certes, en plus, elle n'est pas non plus énorme, faut pas s'attendre à avoir
une consommation en collagène énorme si vous mangez, je sais pas, voilà, des pieds de porc. Mais par contre, vous avez aussi un apport hyper important en fat. Donc ouais, c'est là aussi où on va dire que le complément collagène sous forme de poudre ou de gélule est pas mal. On va dire ça comme ça. Il a plusieurs intérêts. Mais pour revenir encore une fois sur nos petits souvenirs de quand on tuait le cochon, je crois qu'on avait déjà parlé dans un podcast. Moi, je sais que je me rappelle plus trop de ce que je dis dans le podcast. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Mais je radote un petit peu, mais les souvenirs du bon, bah allez, on sort 2 tréteaux, on prend une planche en bois, on prend un drap et vas-y que je te baigne le cochon, qu'on trie les morceaux, qu'on les passe à la moulinette. Ça, c'était des très très bons souvenirs. Je sais pas pour ceux qui ont pu tester ça, expérimenter ça, mais ça, c'est des souvenirs qui marquent. Aujourd'hui, ça choquerait les gens, mais c'est juste la vie, c'est comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais vraiment tout petit, j'avais pas le droit de trop regarder quand il chopait le cochon et tout. Le coup de matador, là. Ouais, enfin, le coup de masse, ouais. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'au jour où... voilà, parce qu'en plus, tu sais plus ou moins quel cochon ça va être, parce que on le remontait, on l'isolait un peu avant. Potentiellement, tu le vois, tu lui donnes un petit prénom. Oh, c'est Murphy, j'adore Murphy, oh, il est trop mignon. Et puis toi, tu sais pas, on te dit, Denis, tu vas pas dans la cour là-bas. Et puis en fait, tu reviens, tu vois Murphy coupé en 2, tenu par les pattes. Parce qu'il a été vidé et qu'on s'apprête à le bouffer. Après les fourches du tracteur. Bon, alors là, franchement, disclaimer pour tous ceux qui aiment pas trop ça, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie des campagnes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on partage juste un petit souvenir. Exactement, on ne te force pas à le voir, mais c'est comme ça que ça se passait, en tout cas. Donc j'avais peur que tu dises ça, mais non, en fait, oui, effectivement, c'était des bons moments quand on faisait les... C'est pas en soi de tuer le cochon, parce que bien entendu... C'est qu'en fait, toute la famille se réunissait, c'est plus ou moins, c'est le moment où... Tout le monde mettait la main à la pâte pour préparer, et du coup, après, on partageait entre nous. C'était des bons moments de famille, et surtout des bons moments de partage, parce que c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Souvent, c'est les anciens qui savent bien faire, etc. Donc, c'est des moments de partage, de transmission qui sont importants et qu'on a la chance d'avoir vécu avec Rémi. Encore une fois, voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment pas le moment vas-y, on remonte le cochon, on le tue et après on le pense. C'est pas ça. C'est vraiment le moment où on est tous là autour de notre table à trier les morceaux, à essayer de mettre dans les petits sachets les côtelettes. Bref, voilà, vous avez compris, je pense, le côté un petit peu nostalgique de la chose. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose qui a fait débat. Tant qu'on est dans l'explication du collagène, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu du coup une polémique autour du collagène, comme quoi c'était pas efficace et que au final c'était un complément arnaque, le collagène. Oui. Et puis bon, vas-y, va au bout. Et effectivement, en fait, il y a eu une étude qui est sortie, comme quoi en fait juste augmenter ton apport en protéines. Avait quasiment les mêmes effets que prendre du collagène. Mais en fait, il faut juste savoir que le collagène, c'est quoi ? C'est également une protéine, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une protéine de structure. Et comme toutes les protéines, eh bien, c'est un enchaînement d'acides aminés. Et effectivement, à partir du moment où tu augmentes ton apport en protéines, tu augmentes du coup ton apport en acides aminés, dont certains acides aminés. Eh bien, quand je dis augmenter ton apport en protéines, je dis augmenter ton apport en protéines, par exemple en augmentant tes quantités de viande, en te complémentant en whey, etc. Forcément, mais sans prendre de collagène. Forcément, du coup, si tu fais ça, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une augmentation de ton apport en protéines, donc en acides aminés, dont certains parmi ces acides aminés vont faire partie des acides aminés du collagène. Donc effectivement, c'est logique que tu aies une amélioration à peu près identique si ton apport en protéines, on va dire, est bas par rapport à avant et après le collagène. Mais encore une fois, ce qu'il faut te dire, c'est que le collagène va t'apporter des acides aminés spécifiques et ciblés. C'est ça, en fait, qui va faire la différence entre un apport en protéines classique. Donc, oui, le collagène aura toujours un intérêt. Non, le collagène n'est pas un complément arnaque. Mais par contre, oui, quelque chose est très important, et je pense qu'on l'a on l'a dit dès le début, c'est que les effets du collagène ont tendance à être surestimés parce que les gens le voient comme le remède miracle pour se guérir. Donc, voilà, c'était la petite précision, parce que il y a eu un moment où
Je me souviens, j'avais fait une vidéo sur le collagène et il y avait un Américain, je crois, qui avait fait une vidéo pour parler de l'étude et on me l'a envoyé, mais en masse. Et tout le monde disait, ouais, le collagène, c'est nul et tout. Parce qu'en fait, ils ont été directement à la conclusion du mec. Et encore une fois, justement... Quand on lit des études et quand on sait les interpréter, et c'est ce qu'on fait sur le lab, vous comprenez que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais c'est même pas ça, c'est surtout que, en fait, ces personnes-là avaient juste vu une vidéo review d'un gars qui exposait des trucs. Ils avaient compris à moitié la vidéo et du coup, en fait, ils en tiraient des conclusions. Il y avait aussi une autre étude qui était sortie sur le fait que si tu prenais ton collagène sans vitamine C, tu la synthétisais pas. Tu la synthétisais pas, c'était ça. Du coup, le raccourci, c'était si tu prends ton collagène sans vitamine C, ça sert à rien. Sauf qu'en fait, quand tu lis le truc, c'est que la vitamine C, on sait, participe à la synthèse de ton collagène. Mais par contre, prendre juste du collagène sans ta vitamine C, ça fonctionne aussi. C'est juste que c'est quelque chose qui va, pas catalyser non plus, mais qui va te permettre d'améliorer cette synthèse. Mais ça s'arrête là, les gars. C'est juste qu'il ne faut pas surinterpréter une étude ou faire des raccourcis quand on sait aussi la taille des échantillons, des études, en gros, le nombre de personnes, le nombre de participants, le protocole appliqué. Ça, vraiment, ça serait bien qu'on en fasse une vidéo pour essayer de démystifier la chose, de dire que, OK, une étude, c'est jamais à prendre à pied de la lettre, mais surtout, c'est comprendre comment elle est faite et ce qui en résulte, en fait. Ouais. C'est tout comme tu as dit, en fait. Les études, ça donne juste des pistes. En fait, les études, c'est quoi, encore une fois? C'est des données. C'est des données, tu les interprètes. Et là, interpréter une étude, c'est beaucoup plus compliqué parce que les gens ont du mal à nuancer. C'est soit tout blanc, soit tout noir pour 99% des gens. Alors qu'en fait, une étude, ça va toujours te donner du gris. Et en fait, les gens, vu comme ils veulent du blanc ou du noir, ils en sortent à mal interpréter ces données. C'est ça, et puis en fait, il y a des choses... Par contre, les études, c'est bien parce que tu as des graphiques où du coup, si tu as la flemme de lire, tu peux quand même t'intéresser à l'illustration ou du moins au graphique. Et si tu vois que tu as un curseur où ça te dit, collagène sans vitamine C, c'est là, et collagène avec vitamine C, c'est un tout petit peu plus haut, t'interprètes pas en disant, ça sert à rien de prendre ton collagène sans vitamine C. C'est visuel là. Ouais, c'est surtout qu'en fait, il faut voir aussi l'échelle. Mais tu as relevé un détail important, c'est si tu as la flemme de lire l'étude. Et effectivement, il faut savoir que déjà, donc la plupart des gens qui font les scientists, comment ils appellent ça, les basés sur la science. Ouais, les sciences bases. Les sciences bases. Bien français, ça. Mais en gros, tous ceux qui ont cette approche-là, la plupart, en fait, c'est juste ils regardent du contenu, ils consomment du contenu de d'autres personnes qui potentiellement, oui, lisent quelques études. Mais est-ce que, du coup, eux, ils vont aller lire les études rarement. Est-ce qu'ils vont... et même s'ils les lisent, est-ce qu'ils vont les comprendre encore... voilà, c'est pas... je veux dire, pour avoir créé le lab... on sait à quel point c'est dur. Ouais. Donc, encore une fois, c'est pas à la portée de tout le monde. Et quand on voit que déjà Oh bordel. Tiens, j'ai cru que ça m'est tombé dessus. Je pense que là, j'ai flippé. Je pense qu'on a eu. Il y a Aurélien qui est dans la salle juste au-dessus. Il a dû drop un poids. On a cru qu'on allait se le prendre dans la gueule. Mais tout ça pour dire que oui, quand tu vois qu'aujourd'hui les mecs ils ont des douleurs un peu partout, ils n'arrivent pas à capter les signaux de leur corps, comment tu veux qu'ils arrivent à interpréter une étude? Alors encore une fois, il faut bien faire la différence. Donc oui, fais attention aussi à ce que disent les études. Inscris-toi sur le lab. Il lit bien toutes les parties, mais on en fera un podcast. J'ai vraiment envie de parler de ça parce que du coup on pourra vraiment comprendre que quand vous lisez une étude sur le lab, vous comprenez qu'il y a le contexte de l'étude, vous avez après le protocole, vous avez après les résultats, l'interprétation des résultats, et après vous avez aussi les limites de l'étude. Et ça c'est une partie qui est hyper importante. C'est pour ça que, en fait, quand tu regardes les résultats, tu peux croire que c'est soit blanc, soit noir. Mais quand en fait, cette dernière partie sur l'interprétation, déjà emmène tout de suite de la nuance.
sur les limites, quand on présente les limites de l'étude, effectivement, tu t'aperçois qu'au final, c'est très, 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 très souvent gris. Mais c'est sûr que si tu regardes en fait juste les résultats, tu peux très, très vite te dire, ouais, c'est blanc ou c'est noir, quoi. Bon, soyez pas le yin et le yang. Soyez pas le yin ou le yang, soyez le yin-yang. Yin-yang. Comme ça, au moins. Bon, mon frère, on revient un peu sur le collagène. On a parlé de pas mal de choses, mais encore une fois, les gens veulent du concret. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre, combien ils doivent en consommer. C'est ça que les gens veulent. Parce qu'après, ils vont nous dire, c'est pas suffisamment concret. Et on a dit aujourd'hui, c'est le podcast du dur. Du dur. Alors, depuis combien de temps prenons-nous du collagène sans avoir de douleur spécifique? Ça fait tellement longtemps que je pourrais pas te dire de date. Par contre, c'est le seul truc qu'on n'a jamais pris en sac de 25 kilos. C'est vrai. Mais par contre, ouais, le collagène, putain. Ça fait un bail. Ça fait vraiment un bail. Ça fait vraiment, quand je dis, honnêtement, j'ai envie de dire 5 ou 6 ans. Ouais, c'est bien possible. Ouais. On en prenait déjà quand on était en coloc ensemble. Donc ça remonte. Hein. J'avais 18 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 17. Donc je vous laisse dire, ça fait quand même un petit moment. Ça fait 2. T'as fait 2. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, ça fait un petit moment qu'on en prend. Et Rémi, est-ce qu'on a fait des pauses dans notre consommation? Non, jamais. Non. Pourquoi? Parce que le collagène, c'est pas un complément que tu prends en cure. C'est un complément que tu prends, on va dire, en continu, sur lequel tu peux ajuster les quantités. De manière diffuse. Mais encore une fois, c'est part du principe que c'est quelque chose dont ton corps a besoin et a besoin chaque jour. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ne pas en consommer, tu vois, chaque jour. Donc non, c'est pas un complément que tu ne vas pas prendre en continu. Enfin, c'est un complément que tu vas prendre en continu, pardon. Maintenant, au niveau des quantités, mon frère. Parce qu'au niveau des quantités, putain, mais c'est pareil. Il y a de tout. Il y a des mecs, mais parce que c'est pareil, ça. J'ai à l'époque, du coup, j'avais des mecs qui me parlaient sur Insta. Enfin, j'en avais un en particulier qui me parlait sur Insta. Et il me disait, ouais, j'ai des douleurs, quoi faire et tout. Et il m'a dit, ouais, il y a lui sur les réseaux, il m'a dit de prendre 50 grammes de collagène par jour. Oh putain. Ah putain, ah ouais, bah là... Et il m'a dit que ça allait me soigner. Ah bah là déjà... Donc là, alors déjà, tu sais que celui qui a conseillé ça, c'est un giga trou de balle. Ouais, et puis alors à mon avis, il doit avoir, avec un code promo peut-être... Je sais pas. Ça, par contre, je sais pas. Mais effectivement... ouais, c'est pas le bon truc. Non. C'est le même principe que le dosage avec un médicament. Si tu veux plus avoir mal, c'est pas en augmentant le dosage que ça va résoudre la chose. Hein. Moi, je sais que j'ai une consommation assez haute de collagène. Ouais. Et quand je dis assez haute, c'est que je tourne à 15 grammes par jour en prévention. Et du coup, je monte. Encore une fois, on a déjà parlé dans les précédents podcasts, je monte, mais j'ai rarement dépassé les 25 grammes. Voilà, moi c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne et qui prennent déjà une supplémentation en collagène et qui veulent la poursuivre et qui n'ont pas trop d'idées. Le principe c'est d'être entre 8 et 12 grammes si vous n'avez pas forcément de douleur ou de gêne. Et vous pouvez augmenter en fonction de la période, comme on l'a dit, hein, si vous avez... peut-être, ouais, tu vois, moi... vous pouvez monter jusqu'à 15-20 grammes. En général, pour de la prévention, alors tout dépend aussi du poids de la personne. Hein. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la fourchette, elle est importante. Entre une femme de 50 kg et un powerlifter de 120 kg, ça va pas être la même quantité et également ça va pas être les mêmes contraintes, etc. Donc c'est sûr que la fourchette de base va varier. Mais comme dit Rémi, ça peut... Donc lui, il a dit 8 à 12, c'est ça? 8 à 12, ouais, même. Moi, j'ai quand même une grande partie que je mets à 6 grammes. Et on va prendre mon exemple personnel. Pourquoi je suis à 15? Les gars, juste regardez les poids que je mets sur la machine. Regardez juste ça, plus toutes les contraintes articulaires dues à côté aux travaux que moi, je fais. Moi, je comprends pas, je mets plus lourd que toi et j'en prends moins de collagène. Je crois qu'on n'a pas la même définition de mettre plus lourd, alors. Attendez, ça, c'est le deuxième running gag. À la fin de ce podcast, on arrête. Il n'y a plus de concours de beats. Ça suffit, Denis. Justement, là, c'est la dernière. Je vais vous donner une petite anecdote. On va faire, avec Lucas, on va faire Upper. Une séance Upper samedi.
Je sais. Et c'est très simple, quand on a annoncé la séance Upper, Rémi, il y a une petite phrase qui lui a échappé. Il a dit « Putain, enculé, tu vas nous doser sur tous les mouvements !» C'est vrai. Moi, j'avoue que on va faire... bon, on verra avec, bien sûr, Lucas, mais il y a des exercices où Denis, c'est juste un monstre dessus, quoi. Il va juste me ridiculiser. Lucas, je ne sais pas, parce que Lucas, il est quand même sacrément huge, sacrément balèze et fort. Donc voilà, moi, je ferai la voiture balai, quoi. Je vais être... Non. C'est pour ça que je voulais faire un leg day. Une prochaine fois, Lucas viendra à nouveau sur Limoges et on fera un leg day. C'est là où je pense que je peux être pas trop mal. Mais pour la partie upper, si, pour les mouvements Bon, bref, là, c'est une discussion de comptoir. Les gens n'ont pas besoin de savoir tout ça. Exactement, enfin, recentrons sur le collagène. C'était la dernière fois, Denis, qu'on se critiquait là-dessus. Les concours de beat, c'est fini. J'ai une plus grosse que toi, c'est tout. Ouais, moi j'ai un micro-pénis, pas de problème. Allez, t'es chiant. Bon, tout ça pour dire que c'est moi qui ai la plus petite. Et du coup, tout ça pour dire que le collagène, donc voilà, tout va dépendre des contraintes auxquelles tu es soumis. Si par exemple tu as un métier physique, je sais pas si tu es maçon, si tu es bûcheron, c'est sûr que ça va pas être les mêmes dosages. Ensuite, poudre ou gélule, mon frère. Là, on est vraiment concret. Hein. Concret. Mais il me semble qu'on l'avait déjà évoqué dans un podcast. Il me semble, mais il y a un podcast fort lointain, dans une galaxie fort lointaine. On avait fait, c'est quand j'avais été chercher les machines. Mais on avait parlé gélule ou poudre sur l'ensemble des compléments. Ah yes, là, ok. Pour le collagène. Bah, très franchement, poudre. Alors, je pense qu'il y a... La poudre du collagène, c'est dégueulasse. Ouais, ça c'est souvent un truc qui rebute les gens, le goût du collagène. Alors, pour le coup, là, petit fun fact, j'ai du collagène goût citron. Ben, je préfère 1000 fois mon goût neutre. Ouais. Alors, donc pourquoi on dit poudre moi, déjà, parce que je peux peut-être aller au bout de la justification. Je préfère le goût citron. Mais effectivement, pourquoi poudre? Déjà parce que moins cher. Ouais, ça c'est l'argument, je pense, qui tranchera c'est moins très cher. facilement. C'est bien moins cher. Bien moins cher. Deuxième chose, c'est plus pratique. Quand, du coup, on va dire que si j'avais 15 grammes à prendre en gélule, ça ferait beaucoup de gélules. Bah ça fait autant. Non, parce qu'il n'y a pas un... Il y en a peut-être un peu plus dans une gélule. En gros, pour avoir 15 grammes, il me faudrait... une dizaine de gélules. Bah non. Bah je sais pas. Non, il me faudrait au moins 18 gélules. Ah, il y en a... Ah d'accord, il y en a moins. Ouais, je crois qu'il y a 700 mg, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Ouais. Donc il m'en faudrait entre 18 et 20 gélules, quoi, les calculer à la louche. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un bon paquet de gélules. Donc côté pratique. Maintenant, côté négatif, ouais, le goût. Le goût, immonde. Non, pour de vrai, moi j'aime bien le... En fait, après, moi j'ai des goûts... Je vous l'ai déjà dit que je mangeais du maquereau à la cannelle. C'est quoi ce blanc? Je réagis même pas. Moi j'ai des goûts un peu chelous. En vrai, Denis est un peu pareil là-dessus. En vrai, c'est vrai que il y a un moment où je mange pour mes objectifs, tu vois. Goût, pas goût. Quand je vois un plat, je vois des calories et des macros. Oui, rien à foutre. Oui, mais le goût est quand même important pour pas non plus que tu manges en étant à l'état état vomitif. Ce que je veux dire, tu vois, c'est un peu comme... on va prendre un comparatif. Tu sais, quand tu as mal à la gorge, tu prends ton sirop pour la gorge. Souvent, il est pas bon. Mais tu sais qu'il va te faire du bien. Collagène, c'est le même principe, tu vois. C'est pas bon, mais ça va me faire du bien. Donc, je m'en bats les couilles. Moi, aujourd'hui, il faut savoir un truc. Le collagène, souvent, en poudre, je vais te recommander, c'est ce que j'allais dire. Tu le mets dans un petit yaourt, tu le mets sur un plat, tu le mets... Ça passe bien. Moi, je suis au-dessus. Je le mets direct dans la bouche. Terminé. Denis, il dry scoop le collagène. Je dry scoop le collagène, ça passe très bien. Alors... petite astuce pas complètement inutile. Si vous faites des pancakes, souvent voilà, c'est un petit peu le petit-déj ou la collation que pas mal de personnes font. Bim, vous mettez le collagène là-dedans. Comme dit Denis, sinon, vous faites votre petite collation à base de fromage blanc, de skyr, petit suisse, bref, que sais-je. Hop, vous mettez votre collagène dedans, vous touillez et ça passe tout seul. Alors, encore une fois, nous, c'est qu'on est pas trop difficile. Mais il y en a qui peuvent aussi, à ce stade-là, ne pas trop l'aimer.
Ouais, ça dépend. Moi, je sais qu'à une époque, ce que je faisais, c'est que j'avais une petite bouteille de merde là, de 50 centilitres. C'était à l'époque où je travaillais à Basic Fit. Une petite bouteille de quoi? De merde, là, tu sais, les trucs en De merde? cristalline. Ah putain! J'avais pas compris de merde, j'ai compris d'eau de mer. Non, non. Ouais. Et en fait, tous les compléments que je devais prendre sur la journée, je les mettais dedans. Donc, quand je dis tous les compléments, c'était ma créatine et mon Collagène. et mon collagène, ouais, c'est ça. Alors parfois, je faisais des petits extras, je rajoutais genre du gingembre. Je sais pas pourquoi je faisais ça, je sais plus pourquoi. On remonte loin. Bah, le macro à la cannelle, c'est pareil, on remonte loin. Je pense pas qu'aujourd'hui je me retente à faire des trucs comme ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je le buvais sur la journée et ça passait plutôt bien. Mais voilà, ne vous enfermez pas, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Comme dit Rémi, on peut aussi cuisiner avec. On peut faire pas mal, on peut le dry scoop comme moi actuellement. C'est pratique, c'est rapide. Non, en vrai, le dry scoop collagène, c'est pas une bonne idée. C'est pas bon. Testez une fois, vous allez voir, vous allez en avoir plein les dents. Sur l'échelle de la dégueulassitude par rapport à croquer une gélule d'oméga 3. C'est trop subjectif parce que l'échelle de Denis, elle est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir que quand je prends mes compléments du matin, c'est vrai que je l'ai montré du coup dans un des vlogs là qui va bientôt sortir. Ce que je fais, c'est qu'en fait, pendant que mon repas cuit, le matin, c'est là où j'ai le plus de compléments. Et en fait, pendant que mon repas cuit, donc mon petit-déj, pendant que je fais mon porridge ou mes œufs, je prends mes compléments avant. Et comme ça, en fait, bah voilà, ça me permet d'avoir un truc dans le bide et ça calme un peu ma faim et ça me permet de manger moins. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, je commence à prendre mes compléments qui ne sont pas au frais. Donc, je les mets dans ma bouche. Et après, je vais chercher ceux du frais ou inversement. Sauf que souvent, bah, entre-temps, ça crame ou il faut que je tourne et tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand je commence par ceux du frigo, avec les oméga 3, eh bien, ce qui se passe, c'est que souvent, la gélule, elle commence à fondre. Et du coup, après, la gélule se perce. Et là, tu as le goût des oméga 3 dans la bouche. Donc, le croquage de gélule d'oméga 3... maintenant c'est bon, c'est même plus dur pour moi, tu vois. Mais c'est une étape. C'est une épreuve, mais faites-le qu'une fois. Je pense que tu vois, c'est le genre de truc dans Fort Boyard, il pourrait le faire, des trucs comme ça, genre parce que c'est dur. C'est dégueu, mec. Ah oui, c'est dégueu. Ça sent dégueu. le poisson. Faut le faire une fois pour dire, ok, c'est ça le goût de l'huile de poisson. Le collagène, pareil. Le foie de morue est bien meilleur. Le collagène en dry scoop, c'est pareil. Vous le faites une fois, après vous en avez partout dans les dents comme ça. Eh ben super, vous avez fractionné votre collagène sur la journée parce que vous allez en garder au fond de la bouche. Et donc hop, un petit coup de langue, bim. Ouais, t'as tes apports en collagène. Non, le mieux c'est de le mélanger avec quelque chose. Ouais, le mieux c'est de le mélanger avec quelque chose. Mais encore une fois, on vous donne des conseils, on vous dit pas de faire comme nous. Voilà, c'est ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Quoi d'autre? Pour du concret, je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci pour le collagène. La répartition, comment on peut... Oui, alors ce qui va compter, comme pour la créatine, c'est de prendre ton collagène. C'est-à-dire que si tu fais une prise sur la journée ou que tu en fasses 3, ce qui compte, c'est que tu le prennes. Moi, personnellement, j'aime bien le diviser avec chacun de mes repas. Dès que j'ai une source de protéines, je mets le collagène avec. En fait, voilà, c'est comme ça. Exactement. Ce qui compte, c'est comme vos calories, c'est de le répartir à la journée, sur votre journée. Et pour ma part, là, par exemple, j'aime bien aussi fractionner un petit peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Là, aujourd'hui, j'ai mangé au gym. J'avais pas mon collagène. J'aurais pu en prendre à Denis, mais je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Je mettrai l'ensemble de mon collagène ce soir. Voilà. Dans la journée, j'ai mon apport et c'est suffisant. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On va pas faire de deuxième question. Je crois pas, ouais. À la base, avec Rémi, on s'est dit, on choisit plusieurs petites questions et on en fera plusieurs dans un podcast, mais ça c'est terminé. Ça peut être une bonne idée. Non, parce qu'une petite question, ça sera jamais une petite question, Rémi, avec nous. C'est impossible, ouais. J'avoue que... Mais ça se fera un épisode de podcast un peu plus court. En fait, on sait quand un épisode de podcast est court, quand la caméra du fond là-bas coupe pas. Exact. C'est l'indicateur. Et c'est même mieux pour toi au montage. Là, à tout moment, elle peut couper, là. Ouais, parce que du coup, le dernier épisode, il a mis plus de temps à sortir, parce que du coup, vu comme il était plus long, c'était plus galère au montage. Donc, si vous voulez pas qu'on ait de retard dans les épisodes, il faut que les épisodes soient un peu plus courts. Donc, mon frère, t'as des choses à ajouter ou pas? Non, je crois pas. Et on a été directement à l'essentiel, pas de retour sur nos semaines, rien du tout. Ouais, mais c'est fini, c'est bien. Si, des fois, ça nous arrive quand on a quelque chose d'important à dire, mais là, rien de particulier. Donc, prochain podcast. On sera pas tout seul.
Mais bon, ça, vous le savez déjà parce que vous aurez peut-être vu quelques stories ou quelques photos avant. Et puis, putain, j'ai l'impression que l'arrêt du podcast, il est ultra brutal. Je me mets à la place du mec, tu sais, qui écoute les podcasts, qui se dit « Ah, ça va encore durer longtemps, nickel, ça va finir mes steps. » Et en fait, pas du tout. Genre là, c'est arrêt brutal. Tu veux pas chanter pour finir le podcast, Rémi ? Tu l'as mis la dernière fois quand j'ai chanté Les Lacs du Connemara ? Non, j'ai dû le couper. Il faut savoir un truc aussi, c'est que sur les épisodes de podcast, je fais en sorte que ça se voit pas, mais comme je vous l'ai dit, je suis obligé de censurer Rémi, il fait n'importe quoi. Et... Allez. Bon, on a perdu la caméra du fond. C'est le signe qu'il faut qu'on arrête le podcast. Sur ce, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast. À bientôt.